On a la lourde tâche de finir cette matinée, on est super en retard, mais on va essayer de ne pas galvauder ce sujet qui est importance capitale. La dénomination, vous l'avez, c'est la promotion des pratiques de moindre recours à la contrainte et le rôle des centres de réhabilitation psychosociale, donc à la fois sur les questions de contraintes formelles et des contraintes informelles. Alors, je vous présente Anne-Cécile Cornibert, que vous devez tous et toutes connaître, qui est coordinatrice au CRR et bien autre chose. Nous avons Estelle, voilà, qui est participante à Zest. Donc Zest, pareil, j'espère, ou je pense que vous devez connaître, le micro est insupportable, je vais essayer de pas... zone d'expression contre la stigmatisation. Et également Laetitia Cadet, chargée de communication du centre ressources du Haut-Rhin. Voilà. Pour poser le décor. Donc on s'est donné comme objectif pour l'intervention de soutenir les démarches de sensibilisation aux alternatives à l'isolement et à la contention. Donc d'insister sur l'importance de ces démarches pour les usagers et les usagères, sur leur faisabilité et sur travailler sur les initiatives qui ont été éprouvées et qui participent à l'impact de ces démarches. Donc ça, c'est pour nos objectifs d'intervention. Donc très très vite, l'ambition du cycle isolement et contention. Donc il est né à la demande du professeur Franck et du docteur Nigar Ribot, qui souhaitaient valoriser, en tout cas systématiser le recours à l'analyse, enfin en tout cas le recueil du vécu des personnes ayant effectivement eu une expérience d'isolement ou de contention. Donc le centre ressources s'en est emparé, comme on s'empare assez régulièrement effectivement de dynamiques comme celle-là, dans l'idée de proposer un cycle qui serait potentiellement transférable dans d'autres structures. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc un cycle multithématique. On a eu effectivement plusieurs intervenants qui ont travaillé sur la stigmatisation en milieu soignant, sur le vécu expérientiel au service de la lutte contre les pratiques coercitives. On a pu tester des grilles aussi d'évaluation de la contrainte informelle en psychiatrie, travailler sur la manière dont l'isolement et la contention est perçue et organisée dans le monde, et à l'inverse, comment des alternatives à la contention et à l'isolement existent dans le monde. Et on a aussi essayé de collecter au niveau des savoir-être soignants des recommandations de bonnes pratiques pour un moindre recours à la coercition. On avait aussi effectivement l'idée de faire événement avec ce cycle, et on a en effet, à l'initiative de Sarah Jones, donc qui est père aidante en santé mentale, lancé une expérience encadrée où effectivement notamment la direction générale du Vinatier et quelques professionnels de santé volontaires ont eu une expérience qui n'a rien à voir avec une expérience de l'isolement et de la contention comme peuvent en vivre des personnes concernées, mais en tout cas qui ont accepté de se prêter à être dans cette chambre-là sans savoir à quel moment ils allaient en sortir, et de porter le pyjama et de laisser tous leurs effets, etc. etc. Donc, et c'est effectivement une première séance qui a très très bien fonctionné. Il y avait beaucoup de monde, donc ça fait partie effectivement je pense des pratiques qu'on a envie de valoriser. Et tout le long du cycle, on a aussi lancé des enquêtes à chaque thématique pour savoir quels étaient les retours d'expérience des futurs participants. Donc c'est comme ça qu'on a tenté de le faire. Et là, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est effectivement de voir du côté d'une personne concernée, donc en l'occurrence Estelle, ce que ça produit à la fois d'avoir été exposée à des mesures coercitives, ce que ça produit dans un service aussi d'y être exposé indirectement, et qu'est-ce que cela produit enfin, et c'est là où quelque chose autour de l'espoir qui se met en place, de pouvoir participer à son échelle, à faire en sorte que les alternatives à l'isolement et à la contention se fassent plus nombreuses et plus systématiques. Donc elle a préparé un texte dans le cadre d'un atelier d'écriture avec Zest et d'une bibliothèque vivante. Donc elle va nous le lire. Il est assez long, il est assez dense, et on la remercie énormément pour le temps passé et la qualité de ce travail. Merci. Bonjour à tous.
Pendant de nombreuses années, j'ai pensé avoir perdu la vie le 1er avril 2004, à l'âge de 21 ans. Cette date marque ma première hospitalisation sous contrainte à la demande de ma psychiatre, psychanalyste initiale, car j'ai sonné à sa porte par à-coups 3 jours non consécutifs. Des problèmes avec cette psychiatre duraient depuis 2 ans et demi. Ni la psychiatre hospitalière, ni mes parents, ni moi ne comprenaient pourquoi elle n'avait pas arrêté le suivi avant. Moi, trop attachée à elle, j'en étais incapable. Ce jour-là, 2 policiers sont venus me chercher devant son cabinet. J'ai attendu longtemps au commissariat. Puis, ils m'ont emmenée à l'hôpital psychiatrique où ils m'apprennent que je vais être enfermée dans une chambre d'isolement pendant 48 heures. Je pense alors au livre « L'étranger » d'Albert Camus, où le personnage principal attend dans une prison. Je vais me mettre à sa place pour éviter l'ennui. Sauf que cela ne se passe pas comme prévu. La psychiatre hospitalière a déjà eu un échange avec ma psychiatre initiale. Elle sait tout. Ma parole ne vaut rien. Je suis consciente d'avoir agressé ma psychiatre initiale en sonnant à sa porte. Je pense à ses patients présents. Je m'inquiète aussi pour mon baccalauréat dans 2 mois, en juin 2004. La psychiatre me demande alors si je ne veux pas faire médecine, en rigolant. Je menace de faire une grève de la faim. Elle me répond qu'on peut me gaver. Puis une infirmière m'emmène en chambre d'isolement et me demande de me déshabiller pour enfiler une chemise de nuit. Complexée par mon corps, je lui demande si elle peut se retourner. Elle accepte en soupirant. Puis un infirmier me donne des gouttes de Loxapac et de Rivotril. Je m'endors. Le lendemain matin, ma mâchoire contractée m'empêche d'avaler mon yaourt. Un autre psychiatre me rappelle les faits. Je m'inquiète pour mon baccalauréat. Il s'en fiche. Malgré les contractures musculaires aux jambes et le risque d'épilepsie, il me donne seulement du Loxapac sans décontractant musculaire. Le lendemain, je n'arrive ni à manger, ni à pleurer, ni à bâiller. Une infirmière me console dehors sur un banc. Les soignants laissent la chambre d'isolement ouverte. Quand mes parents me voient, ils sont horrifiés par ma perte soudaine de poids. Finalement, je suis en sortie d'essai grâce au préfet, contre l'avis de la psychiatre. J'obtiens mon baccalauréat. Pendant longtemps, je n'ai plus supporté qu'on me laisse seule dans une pièce. J'ai besoin d'être entourée et rassurée encore plus qu'avant. En octobre 2004, une psychiatre du CMP veut me donner des médicaments dès qu'elle apprend mon hospitalisation sous contrainte, malgré son arrêt. Heureusement, une psychologue de la fac et une amie me soutiennent. De peur d'être encore plus stigmatisée en France, je fais une psychothérapie en Suisse de 2005 à 2007, puis j'arrête. Ma seconde et dernière hospitalisation sans consentement a lieu en avril 2016, quasiment jour pour jour avec celle de 2004. Je souffre de douleurs chroniques, aggravées par mon travail de manutention et de stationnement debout à la pharmacie, de la perte de cet emploi, de mes loisirs, de mon isolement. Des idées suicidaires ont eu le temps de bien s'installer avec un scénario bien rodé. On m'a averti. Tu parles suicide, tu en as pour des mois d'hospitalisation. Ça sera une hospitalisation sous contrainte. Ils vont te bourrer de médicaments pour que tu ne passes pas à l'acte. Or, il suffit d'une étincelle pour un passage à l'acte. Un problème avec un homme la déclenche. Portée disparue, incapable de demander de l'aide, je suis arrêtée par la police qui m'emmène à la gendarmerie. J'explique à un médecin mes soucis de santé. Mais dès que je parle suicide, elle me dit brutalement « On va vous emmener à l'hôpital où un psychiatre vous examinera. » Et là, je prends peur. Or, j'ai besoin d'être rassurée. Arrivée aux urgences générales, une infirmière m'attache les poignets malgré ma tendinite pour risque de fugue, alors qu'il n'y en avait pas. Quand le psychiatre me voit, il sait déjà tout grâce à mes parents et à un appel à l'hôpital psychiatrique de 2004. Je ne suis pas écoutée encore. Je dois prendre un comprimé de Zyprexa 10 mg alors que mon dossier médical indique que je ne supporte pas ce neuroleptique à dosage minimal. Je me tords tellement, je souffre de contractures musculaires dans les jambes. Le comprimé de diazépam 10 mg donné tardivement ne marche pas. Le psychiatre refuse de me donner une dose plus élevée. À ce moment-là,
Je regrette tellement d'avoir cru pouvoir être aidée. Je me sens trop nulle. J'apprends juste à souffrir et souhaite garder cette souffrance en mémoire pour mieux me suicider une autre fois. À l'hôpital psychiatrique, une infirmière exige que je porte mon plateau repas malgré ma tendinite dont la douleur a été relancée par la contention. Un patient me secourt et une psychiatre demande que mes douleurs soient prises en compte, même si, dans mon dossier médical, il est inscrit, par exemple, délire hypocondriaque, point d'interrogation. Je regrette que ni mon généraliste, ni mon rhumatologue, ni le médecin du travail n'aient été contactés pour expliquer mes douleurs chroniques. Je regrette qu'on ne se soit pas intéressé à ma vie avant, avec le chômage, mes relations avec Cap Emploi, car tout cela a encore développé mes idées suicidaires. À l'hôpital, le psychiatre me prescrit Abilify 30 mg, à dose moyenne, me dit-il, alors que dans le dos rose de la pharmacie, il est inscrit dose maximale 30 mg. J'exprime au psychiatre mon sentiment d'ennui terrible qui restera bien après l'hospitalisation. Il me dit que c'est normal d'être fatigué après avoir fait une crise psychotique. Je commence à m'habiller en 44 alors que j'ai toujours fait du 38. Aucune alliance thérapeutique se fait, aucun soin. À quoi bon parler si je ne suis pas écoutée ? Le mot suicide apparaît dans mon dossier médical aux urgences puis disparaît. Il réapparaît seulement à ma sortie de l'hôpital quand je vois la psychiatre du CMP. Sa douceur, sa bienveillance, son écoute me poussent à lui parler. Dans mon dossier, elle écrit « Ces 3 derniers gestes à visée suicidaire ont une autre tonalité, pas d'impulsivité, mais des actes réfléchis, à l'avance très planifiés. L'hospitalisation à temps complet pour non-venus au CMP n'aura pour conséquence qu'un combat entre les soins et la patiente et brisera toute alliance pourtant essentielle à son rétablissement. Elle me parle de réhabilitation psychosociale. Mais comment être suivie dans une structure où j'ai vécu la contrainte ? La psychiatre le comprend. Si j'avais lu ce compte-rendu avant, je serais restée avec elle pour les soins. Je pense qu'un programme de réhabilitation psychosociale m'aurait grandement aidé dans la gestion de mes troubles, mon projet professionnel et freiner les idées suicidaires. Aujourd'hui, j'ai trouvé un psychiatre libéral rattaché à une clinique. J'ai pu tout lui raconter. Pour lui, je ne suis pas délirante. J'ai un trouble de la personnalité borderline. Je prends un antidépresseur, le duloxétine, qui réduit des douleurs et agit sur mon humeur. Un problème ne me donne plus le réflexe de vouloir prendre des médicaments pour dormir tout le temps. Maintenant, je me redresse rapidement. J'ai appris à lâcher prise. Mes activités, être entourée, m'aident beaucoup. Si besoin, j'ai déjà appelé la plateforme Live du Vinatier à Lyon ou le 3114. Juste, une hospitalisation me fait peur. Lors de ma dernière hospitalisation libre, quand une aide-soignante demandait à une patiente de manger, je repensais à mon hospitalisation de 2016 et aux menaces d'une infirmière envers une patiente. Si vous ne mangez pas, vous retournez en chambre d'isolement. 2 fois, j'ai été témoin d'une contention chimique envers une jeune femme à chaque fois, devant nous, autres patients. C'est difficile à voir et humiliant pour le patient. Un père aidant m'a proposé de remplir mes directives anticipées en psychiatrie, mon plan de gestion de crise pour maximiser une bonne prise en charge si besoin. Les DAP me rassurent même si la peur persiste. Oserais-je demander de l'aide si j'ai pris des médicaments ou si je souhaite me suicider? Et si ça se passe mal encore? Pour moi, la meilleure garantie est une bonne alliance thérapeutique, soignant. Lors de mes actions, j'ai entendu des personnes raconter leur vécu de l'isolement et de la contention avec des mots forts et lourds de sens. Par exemple, certains ont dit « Si je me suicide, je sais qu'il ne faut pas se rater ». Aux urgences, c'était l'enfer. J'étais attachée avec plusieurs patients dans la pièce qui faisaient beaucoup de bruit. J'étais calme mais confuse, j'avais besoin d'être entourée. À la place, on m'attache en chambre d'isolement.
Je souffrais beaucoup. On perd vite la notion du temps. J'en avais tellement marre que je me tapais la tête contre le mur. Les mesures coercitives mettent mal à l'aise certains professionnels de santé. Une infirmière en psychiatrie m'a dit que parfois, elle n'a pas envie. Elle me dit, on pourrait trouver une autre solution, mais on n'a pas le choix. L'infirmière qui m'a attaché les poignets a été douce pour ne pas me faire mal. Elle m'a dit, je suis désolée, je suis obligée de suivre la prescription. Dans l'ambulance du SAMU, les ambulanciers m'ont détachée quand ils ont appris mes douleurs. J'ai rencontré des soignants bienveillants. Lors de journées d'études, groupe de travail, j'ai appris qu'il existait d'autres solutions que ces méthodes coercitives qui peuvent être traumatisantes, comme par exemple les chambres d'apaisement, qui sont bien différentes des chambres d'isolement. Dans mon dossier médical, il est écrit que je suis restée 48 heures en chambre d'apaisement. Non, c'était bien une chambre d'isolement. J'entends parler des chambres d'apaisement avec un fauteuil d'intégration sensorielle, de couverture lestée, qui peuvent contenir la personne selon son besoin, de la musique et des images relaxantes, des ballons de gym ou des objets avec lesquels on peut bouger. Pourquoi ne pas en mettre dans l'ensemble des unités hospitalières ? L'objectif devrait être d'encourager les personnes en souffrance d'aller vers les soins et non de les éloigner par des méthodes pouvant être traumatisantes. Les savoir-être, les DAP, l'alliance thérapeutique, la déstigmatisation des troubles psychiques et améliorer l'image de la psychiatrie représentent, selon moi, la meilleure manière d'amener les personnes vers les soins. Merci. Merci beaucoup Estelle. Voilà, nous, on est très heureux aujourd'hui parce que le centre de réhabilitation, le centre ressources de réhabilitation de Rouffach a décidé de prendre la suite et d'organiser de son côté une conférence sur les alternatives à la coercition. Donc on a avec nous Laetitia qui a accepté de répondre à quelques questions pour aussi essayer d'encourager des structures qui voudraient s'engager dans ce type de démarche. Donc la première, c'est effectivement comment elle est née cette journée et comment elle est soutenue de façon locale. Bonjour. Alors, ce centre de ressources, d'abord, est un centre de ressources, une plateforme départementale de développement des pratiques de réhabilitation psychosociale. Et c'est un centre un peu à part entière parce qu'il accompagne des professionnels. Alors, comment est née cette journée ? Eh bien, sur sollicitation du centre de ressources de Lyon. Et donc, le sujet, c'est le titre de la journée, ça sera « Isolement et contention, donner la parole au vécu pour réorienter les pratiques ». Ça sera le 26 juin à Rouffach, dans le Haut-Rhin. Vous retrouvez tout le programme sur Santé Mentale 68 et dans quelques jours sur le site du CRR de Lyon. Comment est soutenue la démarche ? Eh bien, elle est largement soutenue par le centre de ressources de Lyon. D'ailleurs, plusieurs collègues de Lyon vont se déplacer au centre ressources du Haut-Rhin, notamment Estelle qui viendra témoigner, et puis Antoine Simon aussi qui viendront. Et il faut dire aussi que le centre de ressources est soutenu financièrement parce qu'il a été créé dans le cadre du PTSM du Haut-Rhin. Et il est accueilli par le centre hospitalier de Rouffach qui s'est emparé des missions puisqu'elles étaient intéressantes pour ce centre hospitalier. Et donc, on bénéficie de tout le réseau du service Action territoriale dont on fait partie, c'est-à-dire de tous les partenaires du PTSM du Haut-Rhin,
des partenaires des CLSM, avec 8 CLSM sur le Haut-Rhin. Et puis, on est en contact avec les 4 autres hôpitaux et toutes les structures médico-sociales du Haut-Rhin et les associations de personnes concernées et de proches. Donc l'avantage d'être accueilli par un centre hospitalier, c'est aussi de bénéficier de tous les services de ce centre hospitalier, de toute la logistique, d'une salle aussi qui nous accueille pour être jusqu'à 160 personnes dans la salle. Alors les attentes, eh bien, comme tous les événements organisés par le centre de ressources, c'est de faire bouger les lignes, changer les regards et puis permettre aux personnes concernées d'être mieux entendues. Et puis, eh bien, que la psychiatrie s'adapte aux personnes et non pas l'inverse. Donc en clair, le centre de ressources, pour nous, a de réelles missions pour soutenir les professionnels, les personnes concernées et les institutions dans les démarches de soins respectueuses des droits humains et de la dignité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ouais. Je me permets une petite question, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce que c'est un double mouvement, c'est-à-dire à la fois vous soutenez les changements de pratique qui sont en cours, ou vous amorcez la pompe sur cette question précise? Je dirais que c'est les deux, en fait. Ok, c'est un double mouvement. Ok. Oui. Ok. J'avais aussi, juste rapidement, oui, parce que je vais intervenir effectivement. Enfin, c'est par rapport à. Je fais partie d'une petite équipe depuis 3 ans où on recueille le vécu des personnes qui sont isolées et contenues sur l'hôpital. Et je vous dis qu'il y a quand même des changements, à la fois à travers des outils qui peuvent être mobilisés, comme les espaces d'apaisement, les DAP et l'Open Dialogue, que j'espère inclure un jour dans notre hôpital, et puis aussi quand même des réponses systémiques. Je voulais juste vous dire ça, puisqu'on a vu beaucoup de changements depuis janvier, notamment sur 2 aspects. La question de la possibilité que des paramètres puissent acter des sorties de DI, voilà, et aussi la question du passage en 12 heures qui a fait qu'il y a une personne de plus présente dans le service de secteur, et ça change énormément les choses. Ça, c'est des retours qu'on a eu des équipes. Voilà, ça paraît une apalissade, mais la question des ressources et des moyens humains sont quand même au centre aussi de nos préoccupations.